Voilà, alors manifestement le café est bon au congrès interrégional de la FHF. On se retrouve pour une première table ronde, cette fois sur le thème de l'IA et de l'innovation des services numériques au service des usagers. On rappellera régulièrement quand même pour qui on fait tout cela. On a plusieurs invités qui sont là avec nous déjà sur scène. Je vous les présente très rapidement. Fanny Godin qui est avec nous, déléguée générale du GCS Hugo. Hugo pour Hôpitaux universitaires du Grand Ouest, mais vous êtes bien identifié quand même au-delà du Grand Ouest peut-être même. Julien Brunet est avec nous également, qui est l'incarnation aussi du secteur médico-social. C'est important dans nos différents échanges qu'on ait des acteurs de terrain du médico-social, puisque vous êtes directeur général de l'EHPAD des Abers à Lannilis dans le Finistère. Et puis administrateur du GCSMS Comet en Bretagne. Également avec nous, Guillaume Mercy, qui nous vient tout droit de la capitale, je crois. Monsieur Mercy, qui est donc directeur du fonds FHF Innovation et Recherche. On parlera un peu de sémantique, d'ailleurs, tout à l'heure avec vous, pour la nuance entre innovation et recherche. Et puis Sébastien Tréguenard, qui est donc directeur du CH de Laval, donc un peu plus proche de la région des Pays de la Loire, établissement support du GHT de la Mayenne et du Haut-Anjou. Fanny Godin, on va démarrer avec vous, et vous êtes venue avec un diaporama qu'on va pouvoir afficher. Déjà, pour rappeler ce que c'est que ce GCS Hugo, vous portez plusieurs projets, en fait, avec Hugo, notamment en lien avec les données de santé. Et c'est ce qui va nous intéresser ce matin en table ronde. Vous commentez peut-être cette carte en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je vous rassure, je n'ai pas 15 slides. C'est juste quelques repères sur un sujet qui peut être âpre pour qui ne le pratique pas au quotidien. Alors, sur cette carte, vous voyez figurer tous nos établissements membres et partenaires. C'est-à-dire qu'Hugo, c'est 9 établissements. Et alors, nous, on a bien entendu le message de territorialité. On va même au-delà de la Bretagne et des Pays de Loire. On est ouvert au centre Val-de-Loire. Vous voyez les 2 CHU, Orléans, Tours, qui figurent sur cette carte. Et puis, dans le cadre de l'un, effectivement, de nos projets structurants qui portent sur les données de santé, le fameux projet West Data Hub, que vous voyez figurer à l'écran, nous avons invité un nouvel établissement à participer à nos travaux avec le GHBS de Lorient. Alors, ces 9 établissements, c'est 9 millions de patients, c'est ce que j'avais noté, et environ 2,5 milliards de données de santé. C'est quel genre de données précisément ? Alors effectivement, c'est important de qualifier peut-être les données qu'aujourd'hui cette plateforme de données de santé peut traiter. Ce sont des données qui sont produites par l'ensemble des établissements que vous voyez figurer à l'écran. Donc ce sont des données qui sont issues évidemment des hospitalisations, des parcours patients, qu'il s'agisse de l'ambulatoire, de l'hospitalisation complète, dans chacune de ces structures qui sont partenaires. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer tout de suite, comme vous le souhaitez, sur cette nature des données. Si, allons-y, gagnons du temps. Eh bien, très bien. Donc, en fait, à l'origine de ce projet, c'était d'abord un sujet hospitalo-universitaire avec 5 CHU historiques du Grand Ouest embarqués dans l'idée que leur production de données puisse être mise en commun sur une plateforme de données. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque établissement a structuré son propre entrepôt de données de santé et structure sa propre collecte et sa propre conservation. Et puis, quand une question est posée en matière de recherche, d'innovation, et puis on le verra un tout petit peu plus tard, de pilotage médico-économique, on a la capacité aujourd'hui d'extraire ces données et de les positionner sur une plateforme interrégionale qui permettent de répondre à des questions de recherche. Et aujourd'hui, vous voyez, le carré rose que vous voyez à l'écran, ce sont les données qui sont déjà opérationnelles au niveau des CHU. Donc on va retrouver des données PMSI, des données de laboratoire, des comptes rendus de dossiers patients, et puis tout ce qui va concerner l'administration et la prescription du médicament. Et tout cela constitue un champ de possibles finalement, donc déjà opérationnel pour les CHU. Et grâce à notre réponse à l'appel à projet France 2030, nous avons la possibilité d'embarquer les CH que j'ai donc pas forcément cités, que sont, et je le fais parce que les gouvernances sont présentes dans cette salle, le CH du Mans, le CHD de Vendée, le CHU d'Orléans pour le centre Val-de-Loire, et puis le GHBS de Lorient. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données ? Quel est ce fameux champ des possibles ? Alors, à quoi ça sert effectivement ? Alors, on peut surveiller, prévenir des épidémies. Alors, je ne vous ai pas forcément livré le détail de tous les projets, mais la grosse plus-value, c'est grâce au recours aussi à des outils d'IA, c'est d'améliorer le diagnostic, la prise en charge. Donc, on peut avoir notamment un projet qui est actuellement porté plutôt par les Rennais, qui va donc
aider au diagnostic, au dépistage de cancer de la vessie avec un lien avec un industriel. Donc je pense que cet exemple est intéressant sur lequel pourra rebondir aussi Guillaume, merci, sur cette question d'écosystème et d'ouverture à des partenariats extérieurs et avec l'internalisation de compétences nouvelles aussi dans nos environnements santé. Je peux citer aussi un projet qui s'appelle Géniali, qui est lauréat d'un appel à projet national, cette fois porté par les Tourangeaux. Mais nous, la marque de fabrique Hugo, c'est qu'on associe tous les établissements intéressés du Grand Ouest. Et là, l'idée, c'est de favoriser les admissions, en tout cas de discriminer les admissions en réanimation pour des patients âgés qui souffrent d'insuffisance respiratoire. Est-ce qu'on a la garantie avec vous, en quelques mots, que tout cela est utilisé à bon escient? Parce que vous n'êtes pas des industriels, par exemple, donc vous avez un sens de l'intérêt collectif, peut-être? Alors oui, et puis rassurez-vous, on a aussi un cadre normatif qui est quand même relativement contraignant, mais sécurisant. Donc c'est le sujet aussi de la création de la confiance au niveau évidemment des producteurs de données, que sont les praticiens pour grande partie dans nos établissements de santé. Et puis ne pas oublier aussi cette nécessité d'aller gagner la confiance aussi de la patientèle sur l'usage qui est fait de ces données. Donc on a un grand nombre de comitologies, qu'elles soient nationales, qu'elles soient locales ou interrégionales, pour encadrer l'usage de ces données. Donc vous pouvez effectivement être rassurés. Merci à vous, Fanny Gaudin, pour ce premier niveau d'éclairage. Guillaume, merci. Donc, directeur du fonds de la FHF Recherche et Innovation. On va aborder bientôt deux illustrations concrètes du côté du Finistère et de la Mayenne, mais on avait envie d'avoir une vision un peu large avec vous de ces enjeux. Alors déjà, première observation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, hein, mais l'innovation, c'est plus large. Oui, effectivement, l'innovation elle est beaucoup plus large que l'intelligence artificielle. Je dirais même que dans certains cas, l'intelligence artificielle n'est pas de l'innovation. Et nous, au Fonds FHF, la façon dont on définit l'innovation, c'est plus en fait la rencontre entre les usages et des technologies ou des inventions qui apportent une amélioration. Et en fait, l'innovation, c'est quelque chose qui est extrêmement transversal. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir apporter de l'amélioration à notre organisation. Et dans les établissements de santé, ça veut dire que l'innovation, on la retrouve évidemment au niveau de la clinique, mais on peut aussi la retrouver ne serait-ce que dans notre organisation. Ça peut être de l'innovation RH, organisationnelle. Il y en a vraiment beaucoup. Vous avez l'ambition d'être un centre de référence pour les adhérents de la FHF. Vous avez repéré des manques, des besoins à satisfaire ? Oui, c'est ça. En fait, avant cette idée de centre de référence, il faut rajouter que notre vision, c'est qu'on peut faire de l'innovation un levier pour améliorer la qualité des soins et l'organisation de nos établissements, ainsi que l'amélioration des conditions de travail de nos professionnels. Et donc, effectivement, au Fonds FHF, on a identifié qu'on pouvait se positionner comme ce tiers de confiance, en fait, au sein de l'écosystème, entre les établissements de santé. Vous citiez tout à l'heure les industriels, mais il y a aussi plein d'autres acteurs dans l'écosystème avec lequel il faut aussi échanger. L'innovation, c'est quelque chose très écosystémique en fait, par nature, où il faut se rencontrer, il faut échanger. Et donc, nous, on peut vraiment venir faire ce lien entre tous ces acteurs qui parfois ne savent pas forcément se parler. Et l'idée, c'est d'apporter aussi de la méthodologie, parce que l'innovation, ce n'est pas un eureka d'un grand professeur dans un coin, c'est quelque chose qui s'organise. On parlait tout à l'heure de management lors de la conférence sur l'hybridation. C'est aussi du management, l'innovation. C'est vraiment des choses qui s'organisent. Et le constat, c'est qu'il y a du boulot. Il y a beaucoup d'établissements qui ne sont pas encore structurés. Oui, il y a évidemment énormément de travail. Alors c'est valable pour le monde de la santé et pour plein d'autres environnements également. Ces dernières années, notamment avec la crise de la Covid, il y a beaucoup de prises de conscience qui sont arrivées. On s'est rendu compte de cette nécessité de s'organiser. Et en fait aussi depuis, on voit il y a beaucoup de financements qui sont alloués à l'innovation, que ce soit les tiers-lieux d'expérimentation, les financements pour les entrepôts de données de santé, la création de l'agence d'innovation. Il y a eu une prise de conscience collective, effectivement, qu'il fallait organiser l'innovation. Et ça, c'est des choses qu'on essaie de pousser depuis un moment au Fonds FHF. Et il faut bien distinguer innovation et recherche, parce qu'il peut y avoir parfois un peu de confusion.
C'est ça, donc pour ceux qui ont lu le manifeste des 100 ans de la FHF, vous l'aurez certainement vu, mais effectivement la recherche c'est du temps long et l'innovation on est plutôt sur du temps court, où dans la recherche on va aller étudier, essayer de comprendre des processus, des mécanismes, des choses comme ça, que ce soit biologique ou autre, et dans l'innovation on est vraiment sur, encore une fois, l'application. Alors ça peut être de ces technologies, il peut y avoir un continuum entre recherche et innovation, pas nécessairement. L'innovation n'est pas forcément issue de la recherche. Mais voilà, c'est un temps beaucoup plus court. On va avoir des résultats rapides et on va voir en général ce qu'on appelle aussi des quick wins, donc des gains rapides. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans l'innovation, c'est que ça va apporter une forme de motivation aussi aux équipes qui participent à ces démarches d'innovation. Et donc ça va permettre de les mobiliser sur des sujets qui peuvent être importants pour nos établissements. Et on parle de gros établissements où les petits peuvent aussi être porteurs d'innovation, justement? Alors historiquement, c'est vrai qu'on a eu tendance à associer l'innovation aux gros établissements, mais je pense qu'en fait, c'est même dans les petits établissements où, où le terrain est beaucoup plus propice en fait à diffuser l'innovation, puisque c'est avant tout une culture à diffuser au sein de l'établissement. Si c'est pas partagé par l'ensemble de l'établissement, ce sera très dur à mettre en place. Si les gens sont pas volontaires pour participer à ces démarches, c'est très compliqué. Et en fait, dans les petits établissements, et je pense qu'on aura des exemples qui vont le montrer, c'est beaucoup plus facile, ça peut être plus rapide. On a aussi potentiellement une capacité plus forte à se mobiliser sur un projet, sur un sujet, quand dans des grands établissements, on va être potentiellement plus dispersé et tous les sujets seront importants et prioritaires. Et là, pour une question de survie, par exemple, ou autre, on peut se donner la possibilité de prioriser un sujet d'innovation. Alors, première illustration avec Julien Brunet, direction donc le Finistère, l'ANELIS, avec l'EHPAD que vous dirigez. Alors, vous avez la fibre numérique et vous faites partie de celles et ceux qui disent c'est pas anecdotique, quoi. Faut vraiment passer à la vitesse supérieure sur ces sujets. Oui, alors c'est vrai qu'historiquement, l'EHPAD des Abers est un EHPAD qui s'est inscrit dans la digitalisation. Et donc, on a mis cette culture-là au sein de l'établissement. Et parfois, aujourd'hui, la digitalisation, c'est plus innovant. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on devrait tous y être. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, c'est parfois balancé comme étant secondaire dans nos activités et parfois mis en contraste avec l'usager. Alors, dans mes établissements, c'est du médico-social, donc on héberge des résidents. Et donc, souvent, c'est mis, oui, l'intelligence artificielle, c'est quand on aura le temps d'avoir fait le reste. Et moi, je prêche l'inverse en disant au contraire, l'intelligence artificielle ou l'innovation, parce qu'en effet, on a travaillé aussi sur les innovations organisationnelles. En tout cas, l'innovation, au contraire, est un levier fort et devrait être une stratégie de l'ensemble des établissements qui devrait intégrer les projets d'établissement et les projets sociaux. Il y a un exemple qu'on peut citer, c'est EmoBot, donc un outil qui prévient le risque de dépression. C'est ça. Alors, c'est notre... Alors, je suis aussi l'administrateur d'un GCCMS, d'un groupement de coopération médico-sociale, donc Comet Bretagne. Et donc, on a été retenu pour un appel à projet de l'ARS Bretagne pour expérimenter l'intelligence artificielle au sein des EHPAD. Et donc, on a expérimenté cette solution EmoBot, qui est une intelligence artificielle prédictive qui prévient, en tout cas, qui sait reconnaître sur le visage les signes qui permettent de prédire des troubles anxieux ou dépressifs. Et donc, ça a été notre première expérimentation au sein du groupement. Donc on l'a expérimenté sur 2 EHPAD, et ce qui nous a permis d'apprendre en positif et en négatif. Donc c'est une caméra qui filme le visage des résidents à risque ou pas, et il y a un système d'alerte qui se déclenche, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'est une caméra, alors dit comme ça, c'est très intrusif, donc c'est enrobé dans un objet qui est assez design. Ça ne filme pas les résidents, ça n'envoie pas d'image, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle traite directement et fait un diagramme alors c'est très dur à expliquer, un diagramme des sens du visage, et est capable, grâce à ça, grâce à un comparatif sur le temps, de dire attention, ce résident-là voit un trouble anxieux arriver, et donc fait une alerte sur les téléphones des professionnels soignants en disant attention, monsieur X... Attention particulière à tel résident. Ça fonctionne, cette expérimentation, elle a montré quoi? Alors là, cette expérimentation, elle a montré que l'intelligence artificielle pouvait nous apporter beaucoup. Souvent, le reproche qui m'était fait, c'est vous allez mettre de l'IA pour supprimer des postes. Je caricature, mais c'était le discours dans l'établissement. Et en fait, nous, on a complètement inversé cette philosophie en disant non,
l'intelligence artificielle, comme d'autres innovations, vont être là pour réduire les temps à faible valeur ajoutée et au contraire renforcer ce qui a de la valeur. Par exemple, cette IA nous permet, dans un EHPAD, vous avez un peu de temps psychologue, et aujourd'hui, le temps psychologue, il est réparti entre l'ensemble des résidents. Grâce à cette IA, eh ben, on cible les interventions de la psychologue, qui n'ira pas voir certains résidents qui n'en ont pas besoin, et au contraire sera très présente pour d'autres qui en ont besoin. Et je me permets juste les effets négatifs. On s'est vu que pour expérimenter, on avait encore énormément à progresser dans nos établissements, à se professionnaliser. Pourquoi? Pour encadrer ces expérimentations? Parce que oui, parce qu'on est un petit établissement, qu'on peut pas. Une expérimentation, ça répond à des critères stricts. Il faut comparer, il faut analyser. Et aujourd'hui, dans le médico-social, on a tendance à se laisser convaincre parfois par des discours commerciaux plus que des réalités qualitatives. Avec la silver economy et qui aiguise beaucoup d'appétit, avec des acteurs qui vont peut-être vous proposer des solutions à des problèmes que vous n'avez pas encore, c'est ça? Exactement, ou qu'on n'avait pas, ou dont on n'avait pas besoin. Et c'est ce qui nous fait, je vais faire le lien avec ce que le GCSMS a monté, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on se professionnalise, parce qu'on est de plus en plus demandé par des entreprises qui nous disent, allez-y, pour prévenir les chutes, mettez ça, puis... Et donc, on s'est dirigé vers la mise en place d'un tiers-lieu d'expérimentation. Donc 30 établissements hein, quand même. Hein. C'est un formidable laboratoire. Tout à fait. Donc 3000 usagers, 2500 professionnels. Et on s'est dit, on va monter cette cellule pour se professionnaliser, pour que demain, collectivement, on se dise, on a un besoin de prévention dans tel domaine, et donc on va aller chercher des solutions. Plutôt que l'inverse, où on vient nous solliciter en disant, vous êtes sûr que vous n'avez pas de chute dans votre établissement? C'est une manière de reprendre la main un peu sur vos destins, sur ces sujets-là? Exactement, c'est vraiment d'être à l'initiative et non plus d'être un client, mais vraiment d'être à l'initiative de nos besoins et comment l'IA peut répondre à ces besoins. Alors avant de filer en Mayenne, un petit mot peut-être sur un outil de chatbot RH. Alors les chatbots, on n'en raffole pas toujours, hein. Ça ne marche pas toujours bien. Alors là, on sort de l'innovation pour l'usager pour aller sur l'innovation pour le professionnel, qui pour moi est aussi important. Et c'est vrai qu'à l'EHPAD des Abers, c'est un exemple, on a mis en place un chatbot RH. Donc je ne sais pas si ça parle à tout le monde, un chatbot, hein, quand vous allez sur le site de la Sécu, c'est le petit bonhomme auquel vous pouvez poser une question. Donc on a reproduit la même chose pour les ressources humaines. Donc aujourd'hui, à l'EHPAD des Abers, le professionnel peut poser la question au chatbot, comment je pose mes congés, est-ce qu'il y a une cantine, combien coûte ceci? Et le chatbot lui répond, normalement. Normalement, parce que pour que ça marche, il faut s'en servir, c'est ça? C'est ça, c'est une intelligence par apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se trompe pour apprendre, on corrige et ensuite il vous donne la bonne réponse. Plus vous l'utilisez, plus il est performant. Et cet outil, vous l'avez lancé parce que vous êtes un peu geek ou vous vous êtes dit justement je vais libérer un peu de temps à une partie de l'équipe? Il y a les deux. Le lancement, c'est mes agents RH qui me disent « Monsieur Brunet, on croule sous les mails ». Voilà, on a des mails, et en charge mentale, c'est trop lourd. Et donc, on a cherché une solution pour se dire, mais comment éviter ces mails de questions parfois toutes bêtes, hein, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais comment je signe mon contrat de travail, comment ceci, comment cela. Et donc, on a trouvé cette solution du chatbot qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on estime qu'on a réduit les sollicitations du service RH par mail d'à peu près 50%. Merci pour ce retour d'expérience. Et donc avec Sébastien Tréguenard, on va s'intéresser à Laval, à une démarche autour de la responsabilité populationnelle. Et vous avez emmené vous aussi un support visuel. Oui, je vais être comme ma collègue Fanny Godin aussi alerte que possible pour passer ces diapositives. Alors la Mayenne, ce territoire donc à la marge de la Bretagne et néanmoins au Pays de la Loire, qui est un territoire d'hybridation au sens de Gabriel Alperne, puisqu'il pleut comme en Bretagne, en Mayenne, mais que la pluie ne mouille pas. Là-bas, ou aussi peu que possible. Un territoire d'innovation aussi, je me reconnais parfaitement dans les termes employés par Guillaume Mercier pour définir ce qu'est l'innovation et cette notion d'écosystème. Notre écosystème, il est particulier puisque nous avons souhaité essayer de résoudre un problème de fracture ville-hôpital assez classique dans les territoires, en proposant et en construisant avec nos partenaires de libéraux, avec l'aide de l'ARS pour le financement, et avec un partenaire intersystème, une plateforme qu'on a appelée MyVilop, qui est une plateforme territoriale et qui doit permettre effectivement de faciliter les relations et d'amplifier les relations entre la ville et l'hôpital, mais la ville au sens très très large. Donc cette plateforme qui participe de notre
projet d'innovation. Elle permet de mettre à disposition des professionnels de santé dans un cadre très sécurisé RGPD avec un accès par Quartz CPS, un accès aux 330 000 dossiers patients informatisés que nous allons donc mettre en accès sur cette plateforme. Et notre ambition est de permettre l'accès à l'ensemble des dossiers de tout le territoire, y compris de la clinique privée qui est partenaire du projet, pour faciliter effectivement la prise d'informations avec des informations qui arrivent de façon structurée sur la plateforme. Il ne s'agit pas de perdre non plus nos partenaires de ville dans une multitude d'informations. Nous avons aussi la possibilité de téléexpertise, des demandes semi-urgentes, c'est essentiel. On parlait de l'évitement des urgences. C'est des protocoles conversationnels qui permettent effectivement aux partenaires de ville d'adresser des messages et des demandes de renseignements sur des patients de manière sécurisée à leurs collègues de l'hôpital pour effectivement une prise en charge la plus adaptée possible. Et on vient, au travers d'un annuaire de l'ensemble des professionnels de santé du territoire, mettre plus facilement en relation, au travers de protocoles ou de forums de discussion, les professionnels de santé pour qu'ils puissent converser autour de la prise en charge de patients. Donc c'est, comme je le disais, un projet qui vient d'une réflexion collective pour un territoire qui est très petit. On est 310 000 habitants. On a une démographie parmi les plus faibles au plan médical de France, comme vous le savez. Et donc, ce territoire, et cette faiblesse, est aussi d'une certaine manière une force, parce que ça nous a permis très vite de nous mettre autour de la table et de partager, sans notion de public-privé, hôpital-ville, de partager ce besoin de mieux collaborer. Et donc notre cohésion territoriale, elle est extrêmement forte et c'est un facteur effectivement de réussite. Cette plateforme qu'on a construite donc avec notre partenaire Intersystème, elle est une plateforme de service, elle se veut évolutive. On n'a pas voulu partir d'un outil clé en main, mais vraiment construire, à l'écoute des acteurs du terrain, construire un outil qui soit vraiment à la mesure de leurs attentes pour faciliter les échanges. Le bilan qu'on en tire est très positif pour le moment. Les chiffres vous sont donnés là. Vous voyez qu'on arrive à fédérer beaucoup d'acteurs de la ville au travers des CPTS qui se sont construites. Et donc on considère qu'aujourd'hui, au travers de cet outil, qui était vraiment un outil de communication et d'amélioration des relations entre la ville et l'hôpital, nous avons les bases pour aller plus loin et développer un projet de responsabilité populationnelle. Alors, je vais profiter lâchement de l'absence d'Antoine Malone, qui est le pape de l'ARP à la FHF, pour me risquer à une définition tout à ma mesure. La responsabilité populationnelle, c'est l'idée d'identifier des patients au travers de pathologies qu'ils portent, de manière à pouvoir leur proposer un parcours structuré de soins grâce à l'adhésion des acteurs qui vont pouvoir les prendre en charge. C'est une définition la plus simple que j'ai pu trouver, c'est-à-dire vraiment, grâce à l'outil que nous avons déployé avec cette plateforme, nous allons pouvoir, avec l'intelligence artificielle, construire des cohortes de patients et leur proposer de rentrer dans un dispositif, s'ils sont volontaires évidemment, de suivi pour éviter qu'ils ne se dégradent et qu'ils rentrent dans un stade plus avancé de leur pathologie. Et vous travaillez sur deux thématiques. Exactement. Le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. On a travaillé avec la FHF, avec Antoine Malone, pour définir et donc partir de ces deux pathologies pour proposer cette prise en charge. Les facteurs facilitants, c'est qu'on va pouvoir construire les cohortes de manière automatique, parce que ce qu'on se dit, c'est que cette responsabilité populationnelle, elle part d'abord d'une analyse populationnelle. Et c'est ce que va nous permettre la plateforme, c'est-à-dire de collecter automatiquement et pas manuellement, selon des mots-clés, des catégories de patients, pour leur proposer d'entrer dans cette dynamique de responsabilité populationnelle. Donc on est vraiment sur du repérage. On est sur du repérage et par exemple, grâce à la FHF, on a identifié les strates de patients diabétiques de la Mayenne et on va pouvoir effectivement essayer de faire en sorte que les patients de la strate la plus en vert là, ne gravissent pas ou gravissent plus lentement les échelons de la dégradation de leur pathologie
en les engageant dans un programme de soins qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire que notre ambition, c'est non seulement de travailler comme on le fait avec la médecine de ville, avec les pharmaciens, mais aussi avec les diététiciens, avec les masseurs kinés, avec les IDEL, et donc on a des liens avec l'URPS pour cela, de manière à ce que les acteurs viennent et soient en accord pour participer à cette prise en charge. Donc c'est un projet ambitieux, mais qui, je pense, répond à un vrai besoin en Mayenne, qui est d'aller vers. Je pense que l'aller vers est absolument essentiel dans un territoire où on a une désertification médicale à la fois en ville et à l'hôpital, et d'un besoin de coordination entre les acteurs pour pouvoir générer cette prise en charge. Et tout ça, en fait, c'est bêtement de l'intelligence artificielle générative qui va nous permettre de créer ces cohortes et d'aller dans cette dynamique-là. En termes de calendrier, ça existe déjà ou c'est encore en projet? Alors, on a un stand, MyVilop, qu'on a un stand hybride, intersystème, les hôpitaux de la Mayenne, sur lesquels vous pourrez vous rendre à l'issue, et Nicolas Efferman et son équipe pourront vous faire des démonstrations avec les acteurs du GHT sur cette plateforme et les débouchés RP que nous visons pour vraiment essayer d'être au plus proche des besoins de la population. Je précise bien que ce projet, il est évidemment permis grâce à l'appui de l'ARS, parce que sinon on n'aurait pas pu le faire, et qu'il ne vient pas dupliquer ou se substituer au DMP. C'est-à-dire que vous avez vu, il y a toujours un accès DMP possible. On ne vient pas remplacer le DMP, c'est pas notre ambition, c'est pas un super DPI, c'est simplement un outil de renforcement de la cohésion et de la communication des acteurs de la santé du territoire de la Mayenne. Oui, parce que vous l'avez dit, c'est pas seulement un sujet technique, c'est organisationnel et humain. C'est avant tout humain. C'est-à-dire qu'on est, comme je l'ai dit, on n'est pas parti d'une solution clé en main en disant et en imposant aux acteurs, eh bien, écoutez, voilà l'outil, débrouillez-vous avec ça. On a fait l'inverse. C'est parti des états généraux de la santé qui avaient été conduits en 2022 en Mayenne, à l'initiative du conseil départemental, où on avait effectivement identifié que les professionnels de santé avaient un vrai besoin d'informations qu'ils n'avaient pas, ou trop difficilement, de la part des hôpitaux de la Mayenne. Et c'est toujours embarrassant quand vous découvrez en saluant madame que monsieur est mort depuis 2 semaines et que vous n'avez pas l'information. C'est très... voilà, c'est la réalité vécue. Et donc, ce que permet la plateforme, c'est dès que le patient arrive aux urgences, on envoie un message directement sur la messagerie du médecin traitant quand il est connu pour lui dire votre patient est arrivé aux urgences. Donc on est vraiment dans une facilitation du travail des professionnels de santé. Fanny Gaudin et Guillaume Mercier, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives dont on vient d'entendre parler? Alors, moi, je dirais que, merci beaucoup, elle témoigne du fait que l'innovation, c'est l'affaire de tous. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, je digresse un peu du propos données de santé, parce qu'à Hugo, on ne fait pas que de la donnée de santé. On a aussi, à l'appui des établissements, des réseaux qui viennent en subsidiarité, évidemment, avec les dispositifs nationaux, pour aider à mettre le pied à l'étrier, je dirais, de tout établissement intéressé pour faire de l'innovation. Je pense que les exemples donnés témoignent aussi de l'importance d'un écosystème local. Sur le domaine de l'innovation, on a des ressources, on en discutait en aparté à Laval sur notamment la réalité virtuelle, mais de manière plus générale sur les nouvelles technologies. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ces relations privilégiées et sur la fluidité qu'offrent aussi des établissements de plus petite taille. Je pense aussi qu'il y a des hyper-expertises en CHU qui parfois sont naturellement incontournables, mais il y a de la place aussi pour tous, et ça me semble constituer un levier extrêmement important pour aussi les professionnels et l'attractivité des établissements, en tout cas sur nos territoires. Guillaume, merci. De mon côté, ça résonne totalement. En plus, pour travailler très régulièrement avec Antoine, tout ça, ça me parle, évidemment. Je pense que cette brique numérique de la plateforme MyVilop, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, c'est une brique essentielle pour la responsabilité populationnelle, pour son industrialisation en quelque sorte, pour faciliter le suivi des patients, la coordination entre tous les professionnels de santé sur le territoire, ce qui est une tâche vraiment compliquée. On le voit, parce que dans les territoires pionniers, on n'a pas encore forcément ces outils-là. Et il y a une certaine limite en fait au déploiement du modèle, et ça c'est typiquement un outil qui va permettre de passer un échelon. Donc, enfin, félicitations au CH de la Mayenne du Mans, pardon, d'avoir de Laval, pardon,
Mais le CH du Mans sera représenté dans une autre table ronde. Attention à ce que vous dites, monsieur, merci. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une brique essentielle pour tout ça. Et là, on le voit. Donc, le numérique permet un pas et une industrialisation, un passage à l'échelle, mais parce que c'est sur des besoins bien identifiés, bien compris et bien définis. Avant de recueillir peut-être vos questions et réponses ou commentaires, vous avez soulevé le sujet de l'attractivité à Laval et comme chez vous à l'Anilis, est-ce que ça attire des professionnels de santé de se dire, dis non, ils sont dans le coup quand même. Vous le constatez? Ça a un effet sur l'idée d'attirer des candidats chez vous? Oui, alors l'innovation, ça rentre complètement dans la marque établissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est identifié sur le territoire comme l'EHPAD du secteur qui est innovante, à la pointe, etc. Et aujourd'hui, notamment pour les plus jeunes, c'est quelque chose qui parle énormément. Voilà. Donc en effet, on le remarque, alors on ne le mesure pas pour être transparent, mais aujourd'hui, en recrutement, on nous en parle. On a vu que vous faisiez ça sur les réseaux sociaux, donc on s'est dit qu'on allait tenter le recrutement. Et vous bombez le torse dans ces cas-là, un peu. Oui, il faut être fier de ses réussites. Hein. Oui. Mais c'est un vrai enjeu, c'est un bénéfice secondaire, l'attractivité, la fidélisation à travers l'innovation. Vous le constatez à Laval aussi? J'ai un peu de mal à bomber le torse à Laval, pour tout vous dire. Mais ça ne surprendra personne. Et malheureusement, j'aimerais qu'effectivement les projets vraiment très dynamiques, très innovants que nous proposons, parce qu'il y en a d'autres que nous initions à Laval et dans les hôpitaux de la Mayenne, soient mieux reconnus, mieux mis en valeur par une presse locale, nationale, malheureusement trop avide d'informations anxiogènes, délibérément alarmistes pour la population. Et voilà, c'est compliqué. L'attractivité, elle ne se résume malheureusement pas à des projets réels, tangibles et porteurs de sens. Elle se dissout bien souvent dans des propos exagérément anxiogènes colportés par certains oiseaux de mauvais augure. Bon, c'était votre coup de gueule, monsieur Trégonard. Alors, on vous propose d'interagir avec nos invités. On a quelques minutes encore devant nous. Vous nous faites signe et on vous apporte un micro. Je vois que Nathalie est déjà armée. Vous levez simplement la main et puis on vous rejoint. Merci de vous présenter en 2 mots pour savoir d'où vous parlez. Il y a une prise de parole ici, on arrive. Bonjour, donc, Régis Delaunay, je suis président de la commission médicale du groupement GHT d'Armor. Je voulais revenir sur l'accessibilité à votre dossier aux professionnels du territoire, enfin en particulier les libéraux, sur la question de l'accès justement et de la confidentialité, parce que nous, enfin, sur le GHT d'Armor, on a un dossier, alors pour le coup c'est un DPI mais qui est de territoire, qui est accessible à tous les médecins hospitaliers de tous les hôpitaux du GHT, mais la question nous a été régulièrement soulevée par les partenaires de ville d'accéder à ce dossier. Moi, pour l'instant, je ai toujours refusé l'accès pour des raisons de confidentialité. Je voulais savoir quelle était la politique de sécurité numérique que vous aviez mis en place sur ce sujet. Réponse de monsieur Trégonard. Je vais faire une réponse assez courte. C'est un sujet, docteur, évidemment, qui est essentiel dès l'instant où vous envisagez le partage d'informations. Comme je l'ai dit, c'est un accès par CPS. Donc, il y a une identification forte au travers de la carte professionnelle de santé pour accéder à la plateforme. Et ensuite, il y a la notion de médecin traitant déclaré qui va faire que vous allez pouvoir accéder à certaines informations et pas à d'autres. En complément et à la demande notamment de l'agence, on conduit un audit sécurité pour s'assurer qu'effectivement toutes les vannes sont correctement fermées pour qu'il n'y ait pas de risque. Sachant que le dossier patient informatisé dont je parle est un dossier patient en ce qui concerne le GHT unique. C'est le même en tout cas pour les 7 établissements du GHT, la solution sillage du MIPI CIB, et qu'elle est hébergée au centre hospitalier de Laval dans ses locaux, et que donc on n'a pas de notion de cloud, on est vraiment sur de l'interface qui permet la mise à disposition des informations structurées au sein de la plateforme. Mais pour toutes ces questions d'ordre technique, je ne suis pas du tout un technicien, vous l'aurez compris, ni un météorologue, je vous invite à vous rapprocher du stand où nous vous accueillerons. Et David Deslauriers, le directeur des services numériques du GHT, pourra plus amplement répondre à vos questions, docteur. Merci. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On a encore le temps de prendre une question si vous le souhaitez.
Bonjour, moi j'ai une question sur l'intelligence artificielle que vous testez dans la résidence des Abers. C'est à la fois très intéressant de voir comment cette intelligence artificielle va progresser. Et ce que je voulais savoir, c'est comment les professionnels de santé le vivent. Parce que comme on touche à la relation humaine, qu'on dématérialise en quelque sorte en cherchant à interpréter des expressions, voilà, ça peut être difficile à accepter pour des professionnels qui font du sens de leur métier la relation avec ces résidents. Vous ne vous êtes pas présentée, Cécile Jaglin. Cécile Jaglin, directrice générale du CHU d'Angers. Voilà, merci. Alors vous avez complètement raison, ça a été un travail avec les professionnels, et je vais même aller plus loin dans votre question, y compris avec les usagers. C'est-à-dire que l'expérimentation a permis de montrer côté usager qu'il y avait une opposition à avoir une caméra dans sa chambre, à avoir quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est aussi un apprentissage. Il y a 40% des usagers qui ont quitté l'expérimentation. Et côté professionnel, ça a été un travail de dialogue avec eux, et toujours avec l'argument de dire que ce n'est pas enlever de l'humain, mais c'est d'enrichir d'autres relations. C'est-à-dire qu'au lieu de segmenter cette relation, on ciblait la relation sur les résidents qui en avaient le plus besoin, tout ça dans un contexte où leur temps est contraint. Et on a plutôt eu beaucoup de volontaires professionnels. Sur le questionnaire d'après-expérimentation, tous étaient très contents de la solution. C'est plutôt sur le côté usager-famille où on a un vrai travail à faire, parce que quelquefois on vient avec des certitudes, quelquefois des certitudes générationnelles. Et donc, notamment en EHPAD, il faut qu'on pense à s'adapter. Et finalement, le sujet de fond derrière, c'est la conduite de changement introduite par ces nouvelles manières de travailler? Pour les professionnels? Oui. Oui, c'est la conduite de changement et l'idée que l'innovation apporte un mieux. Elle n'est pas là pour enlever, elle est là pour ajouter de la qualité, etc. Et souvent, l'innovation, parfois de notre faute de directeur, a été mise en place pour optimiser, réduire, etc. Donc, il y a une réticence parfois des professionnels. Et donc, il faut garantir que c'est là pour du mieux. Et non pas gérer la pénurie. Il y a peut-être une autre question, Nathalie. Je regarde si vous avez le micro en main. Bonjour, donc Géraldine Roy, directrice d'établissements médico-sociaux. J'aurais aimé savoir quelle stratégie ou quel levier financier vous aviez pu trouver, parce que j'imagine, je pense au chatbot RH par exemple, que ça a un coût. Donc comment vous avez réussi à vous mobiliser en collectif pour rendre ça possible? Alors oui, c'est un coût que moi je ne trouve pas. Alors je vais le dire, hein, ça nous coûte 3 000 € à l'année. Moi, je trouve que c'est un coût abordable, alors, sachant que peu importe le nombre de gens qui l'utilisent, c'est le même coût. Alors, comment on a été... Alors, c'est un choix de direction hein, sur nos projets, où on a voulu investir sur cette technologie. Voilà. On l'a fait qu'à l'EHPAD des Abers. Au niveau du groupement, ça ne s'est pas fait, parce qu'on était en divergence sur l'utilité ou pas de cette solution. Donc, voilà. Donc, c'est que des financements internes qui ont été mobilisés. Merci pour cette réponse. Donc 3 000 € chaque année. Voilà, c'est une logique d'abonnement. Oui. Il y a un sujet, oui, vous me glissiez à l'oreille, qu'on n'a pas trop abordé, l'évaluation. Oui, et juste avant ça, moi je me permets de compléter, peut-être Guillaume pourra le faire également, sur le financement de l'innovation. C'est un défi qui est lancé pour tous les établissements. On a certes des appels à projets nationaux, mais on a aussi, je pense, des leviers à usiter sur nos écosystèmes respectifs. On a bien sûr tout ce qui est mécénat, fonds de dotation des établissements, mais on a aussi une place à jouer auprès des industriels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire on va acheter une prestation, nous aussi on apporte de la valeur ajoutée, de la compétence, et c'est tout l'enjeu des contrats de collaboration qu'on est amené à monter avec les cellules d'innovation des établissements. Et ça, je pense que c'est aussi important dans notre représentation de se dire on a une valeur et elle est finalement source de négociation pour être réellement partenaire et pas dans un rapport client-fournisseur strict. Et comment on repère les partenaires fiables, solides, comme M. Tréguenard a cité Intersystem, mais comment on s'assure que c'est des gens avec qui il faut travailler? Alors, je commence la réponse et peut-être Guillaume complétera. Moi, je rebondirai sur ce qu'il a évoqué, à savoir le cadrage d'origine. C'est-à-dire qu'est-ce que les parties apportent. Et ça, c'est un temps qu'il faut consacrer, même si la start-up ou la PME derrière veut aller très vite. C'est vraiment valoriser le temps
et le convertir en apport respectif. Et ça, pour moi, c'est la première des étapes. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Le sujet, c'est effectivement quels sont les apports qu'on met dans la balance et comment est-ce qu'on les valorise. Et c'est vrai que souvent, côté établissement, historiquement, je pense qu'on avait tendance à dévaloriser ce qu'on pouvait apporter en termes de données. La donnée de santé, ça reste une donnée qui a beaucoup, beaucoup de valeur et sans laquelle tous ces industriels ne peuvent pas développer leurs innovations. Alors on a besoin que ces innovations se développent et malheureusement ce n'est pas forcément les établissements qui pourront les développer. Donc il faut aussi dans notre intérêt trouver cet équilibre. Mais effectivement c'est comment est-ce qu'on arrive à négocier. Je pense que ça reste aussi beaucoup de l'humain. C'est une question de confiance. Est-ce qu'on arrive à faire confiance aussi à l'interlocuteur qu'on a en face de nous? Donc ça passe par tous ces éléments qui sont parfois un peu subjectifs aussi, et qui sont aussi personnes dépendantes. Mais voilà, c'est des efforts et des compromis qu'il faut aller chercher. Et je pense, et tu l'as bien dit Fanny, c'est aussi prendre le temps de discuter, de se poser, de regarder tout ce que les décisions vont engendrer derrière et bien sûr lever tous les doutes qu'on pourrait avoir. Et à l'aval, le futur se construit en confiance, c'est ça? Oui, en complément des propos de Fanny et de Guillaume, je crois que vraiment c'est une relation partenariale que nous initions avec Intersystème. Alors comment on trouve Intersystème? On envoie un poisson pilote à IMS régulièrement et puis ils regardent ce qui se fait de mieux dans le monde à un moment donné. Parce que c'est ça aussi, c'est comment on arrive à trouver des industriels, des entreprises qui peuvent répondre à un cahier des charges qui, comme je le dis, n'est pas on prend une solution sur étagère et on l'applique. Non, on veut travailler et donc c'est la rencontre de deux intelligences et de deux besoins en fait. Et c'est ce qu'on a cherché à construire. Et ce sont des compétences. Il y a peut-être une concurrence entre la santé, l'industrie, l'aéronautique. Il faut attirer vers le secteur de la santé? Non, mais je pense que de notre côté, avant de rencontrer ces interlocuteurs-là, c'est aussi de poser sur le papier, OK, qu'est-ce que je viens chercher, qu'est-ce que je veux, et éventuellement, quel bonus je pourrais aller chercher. Et si on coche toutes les cases, si on arrive à trouver notre intérêt, qu'on a confiance, que ça se passe bien, je pense qu'on peut y aller. Merci à tous les quatre pour vos éclairages. Et on peut les applaudir chaleureusement.